Bonjour, je suis Euf, voix Euf, et aujourd'hui nous allons parler de Spectre. Sorti en novembre 2015, ce film est la 24e aventure de l'espion le plus célèbre de tous les temps, j'ai nommé James Bond. Dans cet opus, 007 devra faire face à son plus grand défi en affrontant l'organisation Spectre et son terrible leader. Pour ceci, j'ai décidé d'accueillir deux maîtres coqs en la personne de Wang. Bonjour. Et Gary. Bonjour. Alors, mes amis, quel est votre ressenti général sur la saga Craig et comment Spectre s'inscrit-il dans cette dernière ? Gary. C'est un film qui est bien pour conclure un arc justement parce que il va arriver à conclure tout ce qui avait été initié avec Daniel Craig, avec Casino Royale, en retraçant toute une histoire. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que il passe limite pas assez de temps à revenir sur les implications des différents protagonistes tout au long de la saga Craig pour justement montrer à quel point c'était tentaculaire. En gros, c'est juste oui, lui, il bossait pour moi. Et j'ai trouvé ça un peu trop facile comme. J'ai un peu cette impression-là aussi. Bon, moi pour ma part, je suis pas excessivement fan de la saga faite avec Daniel Craig. Moi j'aimais bien justement le côté un peu grotesque, un peu kitsch des anciens James Bond. Et du coup, alors pour revenir à celui-là, en fait, déjà Skyfall faisait une sorte de fin, en fait, fermer un cycle en revenant un peu au personnage de Bond tel qu'on le connaissait avant. Et en fait, là, on sent qu'ils se sont dit, on va refaire un film parce que Skyfall a super bien marché, c'était le plus rentable. Et du coup, ils ont rajouté une fin par-dessus la fin, et en faisant ce prétexte justement de dire que on a vu tant de méchants dans les films précédents, et en fait, ils sont tous sous le contrôle d'une organisation beaucoup plus grosse. Ça fait un peu poupée russe, mais un peu aussi rajout de dernière minute quand on n'a plus d'idée, quoi. Ce que je trouve aussi assez problématique, c'est que l'organisation Spectre, telle qu'elle est présentée dans Spectre, c'est une organisation criminelle, mais surtout économique. C'est-à-dire que, en gros, ça va plutôt être une sorte de conglomérat de lobbies qui vont essayer d'influencer des pays, de façon à orienter un petit peu l'économie du monde dans leur sens. J'ai pas ressenti la puissance, on va dire, entre guillemets, maléfique que pouvaient avoir les différents protagonistes d'avant. Donc là, je me dis, c'est bizarre parce qu'on a une organisation qui est clairement économique, illégale, mais économique. Je veux dire, ils sont capables d'éliminer des gens pour arriver à leur fin. Mais le but, c'est pas la tuerie de masse non plus. Donc, oui. En fait, c'est vrai qu'il y a ce contrôle économique, le contrôle de l'info aussi, qui est d'ailleurs une des deux. Enfin, il y a deux intrigues en parallèle dans le film, et on apprend assez vite qu'elles sont liées. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cet aspect, on va conquérir le monde de force. En fait, on va s'infiltrer un peu de partout et avoir le pouvoir de manière un peu indirecte. Et après, on apprend au final qu'il y a une motivation supérieure à tout ça. Bon, ça, on en parlera peut-être si on fait une zone spoiler un peu plus développée. Mais quand cette révélation arrive, ça tombe un peu à plat. Mais ça, on en reparlera. Alors, donc tout à l'heure, Wang, tu as parlé de Skyfall, qui a été effectivement le plus gros succès pour les James Bond au box-office, avec un peu plus d'1 milliard au box-office. Et nous découvrions des nouveaux personnages, en la personne de Moneypenny, le successeur donc de M. Du coup, dans Spectre, quel traitement est réservé aux personnages secondaires du film ? Alors, si on parle de l'équipe, c'est un des points positifs quand même que je retiens sur cette nouvelle saga. C'est qu'avant, sur les anciens, on avait vraiment, que ce soit M, Moneypenny ou Q, qui faisaient une scène ou deux. Enfin, dans certains films, ils avaient peut-être un peu plus d'exposition. Il y a Q qui, dans je ne sais plus lequel, faisait participer à l'action, mais sinon c'était quelque chose d'assez rare. Et Moneypenny, on la voyait une scène pour faire la standardiste, et puis c'est tout.
depuis le précédent Skyfall où justement ils intègrent Moneypenny et Q, là il y a plus un esprit d'équipe et ça rejoint un peu les films d'espionnage tels qu'on les fait aujourd'hui, comme on parlait justement dans Mission Impossible, où on a vraiment un esprit de bande et on sent que justement 007 n'est plus tout seul. Bah, dans les anciens, Moneypenny était là juste pour dire bonjour à Bond et lui permettre de sortir une vanne quand il rentrait au bureau. Là, on la voit plus indépendante, pas systématiquement accrochée à la moindre parole de James Bond, ce qu'elle était un petit peu dans les anciens. Après, ça dépend encore de quel film on parle. Et Q, c'était le scientifique un peu fou qui était dans son labo, qui créait des gadgets. Je trouve que ils ont bien évolué de façon à suivre un peu notre époque. Donc on a Moneypenny qui est une jeune femme autonome et indépendante, donc elle a un boulot de... C'est pas d'ailleurs elle n'a pas un boulot vraiment de secrétaire, elle a plutôt de consultante ou d'informatrice. Voilà, elle est active, quoi. Elle prend pas juste les messages au téléphone. Et Q c'est pareil, il est actif, c'est-à-dire qu'il sait pas juste il refile des gadgets et il laisse Bond se débrouiller. Il va l'aider autant que possible, notamment grâce à l'informatique et le piratage. Mais ne sombre-t-on pas un peu dans la caricature, justement, avec ce personnage un peu de geek, très jeune d'ailleurs pour occuper la fonction qu'il occupe. Et d'ailleurs, Moneypenny, autant pour moi, est une espionne au final ratée sur le terrain, en parlant poliment. Alors, je pense que pour le personnage de Q, en fait, je pense qu'il voulait vraiment casser le personnage du vieux scientifique, pour justement, encore une fois, vraiment rester dans cet esprit d'équipe et pouvoir le faire participer à l'action. Après, l'aspect geek, moi, me dérange pas des masses. C'est pas non plus... c'est pas comme s'il avait des t-shirts comme nous aujourd'hui. Enfin, voilà, ça reste un informaticien, informatique, voilà, qui est un peu enfermé, mais c'est un peu dû à sa fonction. Et Moneypenny, c'est différent. Il y a un truc que tu disais, c'est qu'elle a un travail vraiment indépendant. Elle a une vie aussi. Oui. Et d'ailleurs, c'est une réplique qui fait assez mouche dans le film et qui prend d'ailleurs du sens à la fin du film. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, et ça vaut pour le personnage, mais ça vaut aussi pour l'ambiance générale du film, c'est que Spectre, en fait, essaie de reprendre beaucoup d'éléments des anciens 007. Et soit en les assumant complètement, en reprenant certaines scènes, un peu déguisées, mais d'une autre manière, mais en les reprenant, ou alors justement en reprenant des détails, mais en les parodiant. Par exemple, justement, avec Q, on a l'aspect gadget. C'est encore une fois, c'est détourné. Par exemple, il y a le coup de je vous donne une montre, mais 007 qui dit derrière est-ce qu'elle a des options. On fait non, elle donne l'heure, c'est tout. Bon, ça fait un gag, mais derrière, c'est recontrebalancé par une autre chose. Et du coup, il y a toujours ce... Et par rapport à ce point que tu abordes, Wang, en 2 mots très rapidement, vous deux, est-ce que du coup c'est réussi ceci dans le film ? Alors, le problème... Alors moi, comme je disais, je suis fan des anciens Bond, et ceux de Craig me laissaient un peu perplexe justement par leur côté pesanteur. Enfin, ça c'est tout ce qu'a apporté la saga de Jason Bourne aussi. Le côté vraiment, on fait ça sérieusement, tout ça. Là, en fait, comme on revient sur... là, on revient sur quelque chose... comme je disais, ça fait un peu un hommage par rapport aux anciens. Et cet équilibre, en fait... c'est assez difficile à dire parce que d'un côté il y a des bonnes choses, il y a cet aspect un peu justement guignol dans certaines scènes d'action où on retrouve vraiment des choses complètement ça part un peu dans tous les sens, même des fois c'est plus comique et James Bond n'a même plus le contrôle de l'action, notamment la scène avec l'avion, des fois par contre il y a vraiment ce côté pesant avec une intrigue complexe. D'ailleurs l'intrigue est super détaillée aussi, c'est vraiment un jeu de piste. Et des fois, c'est un peu chiant, un peu pesant sur le rythme. Je pense qu'ils ont voulu associer le côté espionnage, genre on mène une enquête, on essaie de faire quelque chose, avec un film d'action, ce qui est pas vraiment, ce qui marche pas vraiment. C'est-à-dire qu'on fait pas une enquête en tapant sur les gens, on fait une enquête en étant discret. Et Daniel Craig n'est absolument pas discret dans sa manière d'être et d'agir. Je suis pas d'accord. Si tu reviens sur Quantum of Solace, là j'aurais été d'accord avec toi parce que Quantum of Solace c'était vraiment une brute. Là je trouve que depuis Skyfall et sur celui-là, il est revenu sur un personnage d'agent secret comme on le voyait avant. Alors messieurs,
il y a un héritage chez les James Bond. On parlera des James Bond Girls un peu plus tard, mais l'héritage d'un bon James Bond, généralement, c'est un bon méchant. Alors, Christopher Waltz, est-il un bon méchant ? Vas-y, Gary, je te le dis. Non, Waltz, c'est Waltz. Il fait ça tout le temps. Il a le même rôle que. Je veux dire, les mimiques du personnage de Waltz dans Spectre sont les mêmes que dans Inglourious Basterds. Et que dans Big Eyes. Ah, j'ai pas vu Big Eyes. C'est exact. Il sait faire ça. Ce personnage un peu sombre, mais en ayant des petites vannes de temps à autre, un peu le scientifique un peu dérangé, dire ouais, je fais ça, c'est cool et tout. Bon, c'est une scène de torture, mais ouais, c'est rigolo. Et le problème, c'est qu'il joue le même rôle dans tous ses films, et au final, on regarde le truc, on fait ouais, mais ce méchant-là particulièrement. Et surtout, c'est en plus au niveau du rôle du personnage, avec ce côté un peu méchant, un peu maniéré, décalé, c'est à peu près le même archétype qu'on a eu dans Skyfall. Après, oui, Walt, ouais, c'est vrai qu'il sait faire toujours la même chose. Et après, bon, je pense aussi c'est les motivations du méchant qui, au final, sont assez ridicule. Après on risque là on va faire alerte spoiler. Zone spoiler. On a l'impression que toute la saga Craig a pour toute l'organisation Spectre dans toute la saga a pour seul et unique objectif de faire chier James Bond. C'est ça, c'est présenté textuellement comme ça. C'est en gros, j'ai créé une organisation juste pour t'embêter, t'enquiquiner, parce que t'as été méchant avec moi quand j'étais gamin, et du coup, je vais être méchant avec toi maintenant. Et en fait, ce qui marche absolument pas, c'est que le personnage dit clairement, tout ce que t'as construit, depuis, c'est la dernière fois qu'on s'est vu, entre guillemets, quand ils étaient tous les deux jeunes, je vais le détruire. Le problème, c'est que James Bond est un agent secret, donc techniquement, il ne construit rien. Il vit au jour le jour, au fur et à mesure de ses missions. Donc, mis à part qu'il change de copine à chaque film, il ne construit absolument rien. Donc, il n'y a rien à détruire. Alors, les amis, j'en ai la coquille qui frétille. On va parler des James Bond Girls, puisque James Bond, c'est aussi des Bond Girls. Et Léa Seydoux, c'est doux ou c'est ta mère ? Déjà, avant de parler de Léa Seydoux, on va parler du caméo Monica Bellucci, qui en fait a 2 scènes dans le film. J'ai fait un micro-coma à ce moment-là. C'est bonjour, je suis Monica Bellucci, au revoir, je suis Monica Bellucci. Alors par contre, le personnage de Léa Seydoux, mis à part tout le peu de sympathie qu'on peut avoir pour l'actrice ou pas, ils ont essayé de refaire le même personnage pas le même personnage que le personnage que jouait Eva Green, en donnant vraiment de l'importance à celui-là. En fait, Eva Green était une porte d'entrée pour le personnage de 007, pour donc construire le personnage. Et là, comme on arrive à la fin d'un cycle, on sent qu'ils ont voulu remettre une fille importante aussi pour aller vers une sortie décente. Ce que je trouve intéressant dans le personnage de Léa Seydoux, c'est qu'elle est quand même relativement autonome. Elle a aussi des liens. Je veux dire, c'est pas une nana qui est tombée là par hasard. Elle a des liens entre guillemets avec plus ou moins éloignés avec Spectre. C'est ce qui l'amène dans le collimateur. Et en fait, elle est forcée du coup, non pas parce que James Bond a envie, mais simplement parce que si elle n'est pas avec James Bond, sa vie est en jeu en fait. Et elle est incapable de se défendre toute seule. Alors après, bon, il y a peut-être une attirance qui se crée forcément parce que ça reste une James Bond girl, donc il faut qu'à un moment donné, voilà. Mais je trouve pas le personnage mal fait. Je le trouve pas spécialement mal joué non plus. Je veux dire, c'est un personnage lambda et qui passe relativement bien. Je trouve que la fin lui donne un peu trop d'importance par rapport à
par rapport à ce que représente une James Bond girl de manière générale. Ouais, mais c'est fini ça. Enfin, on sent qu'ils ont. Enfin, et en fait, c'est vrai que sur les précédents, il y a eu des. Enfin, elles sont assez anecdotiques. Là, on sent quand même que. On a l'impression que James Bond entre guillemets a trouvé la bonne, quoi. Donc c'est un peu bizarre parce que dans toute la saga, à la fin, il finit avec la James Bond girl. Mais voilà, il a accompli quelque chose. Là, vraiment, ouais, il finit avec, mais on a l'impression que c'est pas vraiment au détriment de sa mission, mais quasiment. Donc j'ai trouvé le personnage dérangeant à ce niveau-là. Alors, les succès des Bond tiennent à plusieurs choses, la qualité du scénario, le réalisateur, les acteurs, etc., etc. Mais ça passe aussi et surtout par le générique de début et l'interprète. Skyfall a connu un succès énormissime grâce à la chanson d'Adèle que nous avons eu en tête pendant des mois et des mois. Qu'en est-il de cette nouvelle chanson ? Moi, j'ai déjà oublié. Je sais pas toi, Gary, mais la chanson en elle-même, je me rappelle juste que c'est... bon. Alors, désolé pour le chanteur, je me souviens plus de son nom, mais qu'il a des envolées lyriques. Elle m'a pas marqué particulièrement. Après, je suis pas... Enfin, les musiques de James Bond, de manière générale, je veux dire, j'ai toujours bien aimé la regarder. En plus, les génériques étaient plutôt sympathiques. Là, en fait, on a vraiment une cassure entre le générique visuellement et la musique, où on commence avec un générique classique type James Bond, donc avec des femmes et James Bond. Jusque-là, on n'a rien d'anormal. Une musique qui commence de manière normale. Et à un moment donné, on a une sorte de rupture dans le rythme de la musique. Ça part un peu en sucette. Et le générique change complètement. On se retrouve avec une pieuvre ou un poulpe. Je suis pas océanographe, donc je peux pas faire la différence. Mais je crois que c'est une pieuvre à l'écran. Et avec en arrière-plan des éclats de verre et les visages des différents méchants de Spectre, donc de toute la saga Daniel Craig, qui reviennent. J'ai trouvé que c'était pas vraiment un générique de James Bond, j'avais plus l'impression que c'était limite un résumé de ce qui s'était passé avant. Et même de ce qui va se passer dans le film en fait. Et oui, parce qu'il y avait en plus des scènes du film dans le générique, c'était assez problématique. C'est un peu entre deux eaux, un peu comme tout le film en fait, ça reprend un peu les anciens trucs avec un aspect érotique. Et d'ailleurs justement, érotisme et poulpe, je vous laisse savourer l'instant. Mais il y a aussi effectivement cet aspect beaucoup plus moderne avec un bilan, un résumé dans le générique. Enfin, c'est particulier. Et pour une des rares fois, la musique m'a gonflé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est là, on dit ok, vivement que ça se termine parce que ça devient long et lourd, quoi. Alors du coup, comme le générique a l'air d'être pompeux, long, etc., je vais vous poser une question où il va falloir me répondre instinctivement. Ethan Hunt ou James Bond ? Ethan Hunt par rapport à Spectre. Si on juge sur Spectre, je dirais Ethan Hunt, mais après je Bond, mais s'il revient à l'ancienne formule. Ok, eh bien écoutez, cette voix off est sur le point de se terminer. Je vais vous demander votre cuisson, votre petite préparation pour ce James Bond Spectre. Un œuf au plat, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Je sens qu'il n'y a pas eu de prise de risque sur le film et c'était l'histoire de terminer. J'ai pas l'impression qu'on puisse en attendre beaucoup plus que ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je vais dire une omelette, mais une omelette surprise des fois. Enfin, c'est assez fade, mais il y a un petit bout de lardon qui traîne, un truc comme ça. Et notamment justement au niveau de la réalisation, pour en parler très vite, il y a 2-3 scènes qui quand même valent le détour. Notamment la première scène d'introduction qui reprend le festival, le jour des morts au Mexique, dans un plan séquence. Bon, certains disent qu'il n'est pas utile. Moi je m'en fous qu'il soit utile ou pas, je l'ai trouvé juste superbe. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, l'émission est donc terminée. Wang, Gary, je vous remercie d'être venus. Et moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée ou matinée selon l'heure et vous dire à la prochaine.